Chapitre 29 du livre international des petits trésors du commun des mortels. Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule option, a dit Bob Marley. Quand avez-vous été forcé à être fort ou à être forte? La réponse de Natalia de Russie. Texte consacré à mon père Alexandre Lapkin qui a disparu pendant que je rédigeais cette histoire. J'ai toujours de la chance. Je croise des gens super sympas dans ma vie. Cela peut être parfois une connaissance éphémère ou, au contraire, une longue histoire qui peut remonter à plusieurs années. Étant à l'étranger, à cause de l'émigration forcée, j'apprécie vraiment toutes les rencontres, mais surtout celles qui transforment ma vie. Au cours de cette période, je connais énormément d'obstacles qui continuent à me rendre fatiguée ou même déprimée. Pourtant, je n'oublie jamais que la vie est belle et pleine de surprises. En même temps, mon état d'émigré a fait renforcer mon esprit à une telle mesure que je n'aurais pas pu imaginer dans d'autres circonstances. Même si je me trouve à bout de souffle, je ne peux pas baisser les bras. En automne 2022, je suis arrivée dans un pays que je ne connaissais pas, dont je ne connaissais ni la langue, ni la culture, ni les spécificités. Grâce à cette expérience transformante, je continue à découvrir plein de choses et je regarde le monde sous un angle différent. Après le déménagement, je me suis soigneusement plongée dans des sujets de travail afin de ne pas avoir peur de rester sans le sou et je ne me suis pas laissé prendre une seule pause. Une fois, j'ai pris conscience que j'étais épuisée de travailler sur les projets des autres. J'ai arrêté de prêter attention à mes besoins fondamentaux. D'ailleurs, j'étais la seule qui ait contribué au travail, mais je n'en ai presque pas profité. Dans le contexte de cet épuisement, j'ai décidé de prendre du recul, ce dont j'avais eu du mal à me décider. Le meilleur conseil que j'avais reçu l'année dernière, c'était de rêver de choses qui paraissaient impossibles ou peu réalisables. Je me sentais vieillissante, sans rêve, sans objectif à long terme, sans désir. J'étais uniquement préoccupée par ma survie. Avec l'arrivée de la nouvelle année, j'ai pris plusieurs résolutions. La première, c'était de tomber amoureuse. Juste comme cela. Pour moi, c'était plutôt une petite plaisanterie, mais je l'ai ajoutée dans ma liste. Pourquoi c'était important? Après une rupture douloureuse, je ne croyais pas que je serais capable de tomber amoureuse de quelqu'un. Cela m'a pris des années pour changer d'avis. J'écris toujours des choses importantes pour moi sur le papier. Je ne peux pas les garder uniquement dans ma tête. Mes pensées ont besoin de place et je les pose sur le papier. Cela a l'effet libérant pour moi. De cette façon, je ne me sens pas à l'étroit. Cette fois-là, j'ai dressé les résolutions dans mon journal intime afin d'y faire face. Le printemps 2023 était magnifique à Istanbul. Dans le studio de théâtre, on préparait la première de la pièce. À la fin mars, j'avais décidé de quitter un projet de travail et de rebondir. Juste après cela, j'ai rompu ma routine quotidienne qui avait été laborieusement établie pendant des mois. Mon propre monde s'est avéré en désordre parce que je me suis mise à suivre des chemins inhabituels. Sans contrôle, sans hyper-responsabilité, mais j'en profitais beaucoup. Un soir d'avril,
J'ai accepté de sortir avec l'une de mes connaissances avec qui je faisais du théâtre. Cette sortie était conçue comme celle d'un groupe, mais personne n'a pu y assister. Moi, j'ai voulu refuser, mais je ne pouvais pas le faire à la dernière minute. Pour moi, cette personne était d'une autre planète. Je pensais que nous n'avions rien en commun. Je dirais qu'il y avait beaucoup de choses qui m'irritaient chez lui. Malgré tout cela, nous avons passé un bon moment. Maintenant, je considère tout cela comme une synchronicité pour laquelle je suis infiniment reconnaissante. Ce soir-là, en disant au revoir à ma connaissance, j'ai vu les yeux d'un amoureux. J'avais du mal à croire à ce moment magique. Je dirais que cela semblait autant impossible que ma présence à la cérémonie de couronnement de la reine Élisabeth II. J'aurais souhaité profondément y être car c'était le triomphe de la tradition et Élisabeth II représente l'ordre et la discipline, ce que j'apprécie beaucoup. J'aurais très envie de parler avec elle pour mieux comprendre ses sentiments, bien que je sache qu'elle n'avait pas l'habitude de les exprimer en public. Cela aurait été d'autant plus intéressant de parler avec elle. Je n'arrivais pas à y croire parce que la situation d'immigration me semblait une mauvaise herbe, mais j'ai réussi à y faire fleurir l'amour. Cela m'a persuadé que rêver, c'est un incontournable, en particulier face aux obstacles qui paraissent insurmontables. J'ai redécouvert une personne que je connaissais avant, mais pas si bien. Maintenant, mon copain et moi, nous nous rappelons ces moments en riant. Comment est-ce arrivé? La réponse était simple pour nous. Chacun de nous avait eu le courage d'être ce qu'il était, sans masque, sans attente irréaliste. Avec le recul, je me serais dite au passé, surtout à l'enfant que j'étais, qu'il fallait rêver et être plus ouverte à ce monde, aux gens. Même les moments sombres ont tendance à finir, et pour les traverser, il suffit de garder l'espoir dans la tête et le cœur. À présent, le texte de Patricia de France. Maman est serveuse dans un bar quand elle le rencontre. Elle a 18 ans et tombe amoureuse. Très vite, elle veut se marier, mais ma grand-mère ne veut pas y assister. Elle ira ce jour-là en vélo à la mairie signer puisque ma mère n'était pas majeure. Elle n'est pas d'accord pour que maman vive avec un homme qui passe son temps au bar. Mais maman va le changer. En fait, elle le croit. J'ai 9 ans, ma sœur 10 ans et mon petit frère 7 ans. On rentre de l'école, il est assis à l'entrée avec une hache à la main. Il dit qu'on peut rentrer, mais on a peur. On part chercher grand-mère en lui expliquant qu'il veut tuer maman. Elle vient avec nous, lui enlève la hache des mains et lui met une gifle. Il se calme. Mais ce soir-là, maman dormira dehors, dans une remise où l'on met le charbon pour le chauffage. Elle a trop peur. Un autre soir, comme tous les soirs, on l'attend pour le repas. Est-ce qu'il aura bu? Est-ce qu'il va nous frapper? La peur au quotidien. Comme tous les soirs, il est allé au bar. Tout le monde se tait. Il ne faut pas l'énerver. Maman dit un mot de trop, les coups pleuvent. Nous, on se cache sous le lit avec le balai. On lui donne des coups dans les jambes pour qu'il arrête de taper maman. Le lendemain, il ne recommencera plus. C'est promis. Il nous frappera. Il nous frappe parce qu'on l'énerve. Mais il nous aime. Ouais, on va dire ça. Mais il dort depuis 10 ans avec un couteau sous sa tête d'oreiller, car la nuit, il a envie de manger, alors maman doit le servir. Sinon, un autre jour, je trouve un bébé chat que je veux garder. Il arrive plus tôt, il voit le chat, me le prend des mains en me disant pas de bête ici, et le claque contre le mur. Le chat miaule, il le ramasse et il le reclaque contre le mur. Le chat ne sera plus de ce monde.
Un soir de trop, on arrive de l'école, monsieur est super énervé et très alcoolisé, il a jeté tous les meubles dehors en disant, et en attendant, la salope et ses bâtards. Il part faire un tour et quand il revient, si on est encore là, il fera le vide. Maman le quittera définitivement. Il mourra un an plus tard d'une congestion cérébrale. Alcool plus froid. Nous, on sera placés dans des familles d'accueil à la DAS. Et 8 ans après, je rencontre XX. Je sais qu'il boit, mais je vais le changer. Du moins, je le pense. Et puis, je me retrouve souvent avec les bras pleins de bleu. J'explique à maman que je me cogne aux portes. Elle aussi, elle se cogne aux portes. Elle a compris et me dit de le quitter. Je resterai 22 ans mariée avec lui, en étant passée par le couteau sur le ventre à d'autres violences. Il n'a jamais arrêté de boire, mais il buvait à cause de moi. Il est resté 11 ans sans travailler. Alors, de me voir travailler, ça le perturbait, et puis mes enfants ont grandi. Quand ma fille est partie, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Il ne me frappait plus depuis que je l'avais repoussé en lui disant que s'il continuait de me frapper, je le tuerais. Je me défendais, je ne me mettais plus les bras devant le visage, je n'avais plus peur de lui. C'était le père de mes enfants, mais c'est tout. Ma dernière conversation avec lui a eu lieu devant son frère et sa sœur. Si tu n'arrêtes pas de boire, je te quitte. Va te faire. Je continuerai à boire si je veux. Je suis partie sans rien, mais détruite par tant de violence. Plus personne ne me mettra la main dessus. Mon seul regret, ne pas être parti plus tôt. On ne change pas les gens, même avec beaucoup d'amour. Mon manque de confiance en moi, je le dois à il et il. Ma sœur a fait 3 tentatives de suicide. Mon frère a plongé lui aussi dans l'alcool. Il arrive à gérer. Quant à moi, je me reconstruis doucement, mais le mal est fait. J'ai su des années en arrière que ma grand-mère a vécu la même histoire que ma mère. Son premier mari, mon grand-père, est mort à la prison de l'île de Ré. Il avait mis le feu à la maison du patron de ma mère. Triste héritage. On reste en Europe, on part en Tchéquie avec Alice. Je pense que chaque personne qui est capable de faire face à ce monde épouvantable mérite d'être considérée comme fort. À présent, le texte de Karen de Californie aux États-Unis. Quand mon père est tombé malade du cancer du poumon, j'ai été contrainte de prendre le rôle de parent. Il était souvent comme un enfant grincheux qui ne savait pas ce qu'il voulait. Alors je devais le guider doucement vers les décisions qui devaient être prises. Les mois précédant sa mort ont été l'une des expériences les plus difficiles, mais aussi les plus enrichissantes de ma vie. On quitte les États-Unis pour aller à Taïwan avec Valérie. Quand je travaille toute seule à l'étranger, sans véritable ami ni ma famille à côté de moi, je dois résoudre les problèmes moi-même. Surtout lorsque je tombe malade. Quand je me vois très vulnérable et fragile, alors je dois aller voir un médecin et prendre soin de moi-même. À l'étranger, il est difficile de consulter un médecin fiable. C'est pourquoi je suis très prudente maintenant. Je ne prends pas de choses dangereuses et je fais attention à ce que je mange pour éviter les maladies. Je fais tous mes efforts pour réduire les risques de tomber malade. On repart en France avec Zineb.
Je n'ai pas eu d'autre choix que d'être forte ou me laisser porter par la vie quand, lors d'une intervention chirurgicale, j'ai rencontré des complications et où mon pronostic vital était engagé. La seule option fut juste l'évidence que je n'avais plus aucune prise sur rien du tout, car mon corps avait besoin de toute son énergie pour venir à bout de cette complication. Et là, j'étais prise en charge comme un bébé, c'est-à-dire que l'on me faisait la toilette, j'étais nourrie par sonde, et après 2 mois d'hospitalisation, j'ai dû réapprendre à marcher, car les muscles de mes jambes n'avaient plus aucune tonicité. Ce fut un coup très dur pour moi, qui était d'un tempérament à ne rien demander à personne parce que je me croyais invincible et forte, en mode guerrière. Ma seule option dans ce cas fut d'être face à l'évidence que là, je ne décide de rien et d'être face à ma vulnérabilité. Épuisée, je sentais que je me laissais glisser, jusqu'à ce jour où un membre de ma famille me présente une vidéo de mes 3 enfants qui m'avaient enregistré un message sur un téléphone portable, car interdit de visite en soins intensifs. Et là, j'ai eu comme un gros coup d'oxygène qui m'a dans un premier temps coupé le souffle. Et de là est sorti de moi un cri et des pleurs, comme le premier cri d'un bébé quand il vient au monde. Dans cette épreuve, mon corps m'avait juste stoppé en me disant que je ne déciderais de rien quant au temps de la guérison. Je suis restée 2 mois à l'hôpital, puis 9 mois en convalescence, avant que tout rentre dans l'ordre. 9 mois, temps nécessaire pour me remettre au monde, avec la prise de conscience de ma vulnérabilité en cadeau. Et on finit ce chapitre 29 avec Ji-hye de la Corée du Sud, en Asie. J'apprécie le proverbe: ceux qui sourient, même dans les moments difficiles, sont exceptionnels. Et je pense que cette mentalité est profondément ancrée dans l'esprit coréen, du Han et du Hung. Pendant des millénaires, la Corée a subi de nombreuses pressions. Cependant, au milieu de ces contraintes, les efforts pour trouver la joie et le bonheur ont conduit à l'évolution de formes musicales comme le pansori, et cet héritage s'est poursuivi, donnant naissance à la K-pop. On peut interpréter cela comme le Han coréen se transformant en Han. Pour quelqu'un comme moi, ce sentiment de Han a souvent été une force motrice pour travailler assidûment. Lorsque je me sentais sous-estimée, traitée injustement ou que je n'obtenais pas les résultats escomptés, je transformais souvent ma colère en une force pour de meilleurs résultats. Dans cet état de détermination, je travaillais jusqu'à 14 heures par jour. Cependant, ce cycle a conduit à un épuisement professionnel. Maintenant, je privilégie le fait de prendre du temps pour me ressourcer avec une énergie positive afin de passer à l'étape suivante. À bientôt pour le chapitre 30.